Une jeune fille aveugle de 20 ans était assise sur le trottoir froid, mendiant des pièces qu'elle ne pouvait pas voir. Elle n'avait rien. Pas de maison, pas de famille, pas d'espoir, mais elle avait son ouïe. Ce matin-là, elle a entendu trois hommes comploter quelque chose de sinistre. Ils allaient tendre une embuscade aux motards des Hells Angels qui arrivaient en ville. Leur tendre un piège. Les éliminer. Elle ne pouvait pas voir leur visage. Elle ne pouvait pas voir le danger qui approchait. Mais lorsque le vrombissement des Harley a envahi la rue, elle a fait quelque chose qui aurait dû lui coûter la vie. Si vous aimez cette histoire, prenez un moment pour l'aimer, la partager et vous abonner. Cela nous aide vraiment à vous proposer d'autres histoires comme celle-ci. Elle a murmuré des mots qui allaient tout changer. Que s'est-il passé ensuite? Revenons au moment où une fille qui ne voyait rien a tout vu. L'air matinal était froid. C'était en mars, à Reno, dans le Nevada. Le genre de froid qui transperce les poules usées et s'installe dans vos os. Sarah Mitchell était assise à sa place habituelle, au coin de la rue, devant le restaurant Marco's sur la 4e avenue, son panneau en carton appuyé contre ses genoux. Elle ne pouvait plus lire ce qui était écrit dessus. Le marqueur avait disparu depuis des semaines, mais elle se souvenait d'avoir écrit « Aveugle, tout don est le bienvenu. Que Dieu vous bénisse. » Ses mains tremblaient, pas à cause du froid cette fois, mais à cause de la peur. Elle était assise là depuis 6 heures du matin, et depuis 2 heures, elle avait entendu trois hommes planifier un meurtre. Ils étaient assis à 5 mètres d'elle, parlant à voix basse, mais pas assez basse. Pas pour quelqu'un dont le monde entier existait dans le son. Il était maintenant 11 heures. Le grondement commença faiblement et au loin, comme le tonnerre roulant dans le désert. Puis il devint plus profond et plus proche. 12 motos Harley-Davidson, leur moteur créant une symphonie de puissance et de chrome que Sarah avait appris à reconnaître 5 semaines auparavant. Les Hells Angels arrivaient, son cœur battait à tout rompre contre ses côtes. Elle savait ce qui l'attendait à ce carrefour, des hommes armés, une embuscade soigneusement planifiée, une violence qui laisserait des innocents morts dans la rue. Les motos ralentirent. Les freins à air sifflèrent depuis un camion quelque part à sa droite. Les motos s'arrêtèrent au feu rouge. Leur moteur tournait au ralenti dans un grondement rythmique qui faisait vibrer le béton sous ses pieds. Sarah se leva. Ses jambes faillirent se dérober sous elle. La moto de tête était à 1 mètre d'elle. Elle le savait grâce au bruit et à la chaleur qui se dégageait du moteur. Elle avait mémorisé le bruit particulier de cette Harley, légèrement plus grave que celui des autres. C'était une Road King avec un échappement modifié. Elle fit un pas en avant, puis un autre. Elle tendit la main, ses doigts cherchant dans l'air jusqu'à toucher du cuir. C'était un gilet réchauffé par la chaleur du corps, avec des pièces qu'elle ne pouvait pas voir, mais dont elle savait qu'elles étaient là. Le moteur baissa les yeux. Elle pouvait sentir son mouvement, le changement de pression atmosphérique. Les yeux laiteux de Sarah fixaient le lointain, mais des larmes coulaient sur son visage. Elle se pencha vers lui. Elle était si proche qu'elle pouvait sentir l'odeur de l'huile de moteur et du café dans son haleine. Les mots étaient à peine un murmure. Cours, c'est un piège. Le moteur, Marcus Ripperstone, bien que Sarah ne connaissait pas encore son nom, se figea. Pendant un battement de cœur, tout s'arrêta. Le monde était en équilibre sur le fil du rasoir. Puis son moteur rugit. Avez-vous déjà vu quelqu'un faire quelque chose d'incroyablement courageux alors qu'il n'avait rien à perdre? Restez avec moi, car ce qui s'est passé ensuite va vous choquer. Dans quelle ville assistez-vous à cette scène? Mais revenons en arrière pour comprendre qui était vraiment Sarah. 6 semaines plus tôt, Sarah s'était réveillée au son de la pluie. Il était 5h47. Elle se réveillait toujours à cette heure-là. Elle n'avait pas besoin d'alarme. 6 ans dans la rue vous apprennent des choses. Votre corps devient votre horloge. Vos oreilles deviennent vos yeux. Votre instinct devient votre mécanisme de survie. Goulet était allongé dans une alcôve derrière une laverie fermée, à 3 pâtés de maison de son endroit habituel. L'espace était étroit, à peine plus d'1 mètre de large, mais il la protégeait du vent. Elle l'avait trouvé 2 ans auparavant et alternait entre cet endroit et 2 autres. Jamais 2 fois au même endroit. C'était la règle numéro 1. Être imprévisible. Les prédateurs chassaient des habitudes. Sarah s'assit lentement, son dos protestant. Elle n'avait que 20 ans, mais sa colonne vertébrale semblait en avoir 50. Le béton était impitoyable. Elle plia sa couverture usée
qui avait plus de trous que de tissu, et la rangea dans son sac à dos. Tout ce qu'elle possédait tenait dans ce sac. 2 vêtements de rechange et une bouteille d'eau fêlée. Il y avait aussi une brosse à cheveux, à laquelle il manquait la moitié des poils et une petite radio qui ne fonctionnait plus. Elle la gardait quand même parce que son père la lui avait donnée avant de mourir. La pluie était légère. Elle le savait grâce au bruit qu'elle faisait sur le trottoir et à l'espace entre les gouttes. Une pluie forte ressemblait à des parasites. Une pluie légère ressemblait à des doigts qui tambourinaient. Elle se leva, mit son sac à dos et se mit à marcher. 3 pâtés de maison vers le nord. 47 pas entre la ruelle et le premier carrefour. Écoutez le bruit de la circulation. Si des voitures arrivaient par la gauche, cela signifiait Virginia Street. Attendre une pause. Faire encore 62 pas. Tourner à la droite à la benne à ordures. Elle le savait à l'odeur, aiguë et aigre, toujours au même endroit. Il restait 38 pas jusqu'au restaurant Marcos, son coin. Elle avait revendiqué cet endroit 4 ans auparavant, quand elle avait 16 ans, pas vraiment revendiqué cependant. On ne pouvait rien revendiquer dans la rue, mais cet endroit était le sien, d'une certaine manière. Elle était là tous les jours, et les autres sans-abri respectaient cela. Il y avait un code tacite. On ne prenait pas le coin de quelqu'un d'autre. Sarah installa son panneau et posa son gobelet en plastique par terre. Elle s'assit, le dos appuyé contre le mur de briques du restaurant Marcos. Le soleil n'était pas encore levé. Il ne se lèverait pas avant 1 heure. Mais elle était toujours là à 6 heures du matin, car les gens qui passaient tôt le matin étaient différents. Ils avaient un travail qui les attendait. Ils marchaient, évitaient le contact visuel et laissaient parfois tomber de la monnaie sans s'arrêter. Les pièces de 25 cents avaient un son différent de celles de 10 cents. Elles étaient plus lourdes. Une pièce de 25 cents tombait dans le gobelet en plastique avec un bruit sourd. Une pièce de 10 cents produisait un tintement plus léger. Les pièces de 1 cent ne faisaient pratiquement pas de bruit. Juste un léger cliquetis que l'on sentait plus qu'on entendait. Au cours des 3 derniers jours, elle avait récolté 847 $. Pas assez pour acheter quoi que ce soit de substantiel. Peut-être un hamburger à 1 $ si elle avait de la chance. Elle attendrait plutôt 21 heures lorsque Marco jetterait les restes de la journée. Elle avait appris à connaître son emploi du temps. Le mardi, c'était du pain de viande. Le mercredi, du poulet. Le jeudi, des spaghettis. Le jeudi était son jour préféré, car les spaghettis la rassasiaient. Les gens passaient devant elle. Elle entendait leurs pas. Des dizaines de pas. C'était un flot sonore constant. Les chaussures de ville signifiaient des employés de bureau. Les baskets signifiaient des étudiants ou des employés de service. Les bottes signifiaient des ouvriers du bâtiment se rendant sur leur lieu de travail. Personne ne lui adressait de la parole. Personne ne la regardait. C'était ça, être aveugle et sans abri. On était doublement invisible. Sarah serra davantage son deuxième pull. Les 2 pulls étaient troués. Le froid s'engouffrait dans ses trous et s'insinuait à l'intérieur. À 19 heures, la porte d'entrée du restaurant s'ouvrit. Elle connaissait bien cette porte. Elle grinçait au niveau de la charnière inférieure et la clochette au-dessus sonnait. Marco était en train d'ouvrir. L'odeur du café flottait dans l'air. Du café français, pensait-elle. Mais elle n'en était pas sûre. Elle n'était jamais entrée dans le restaurant de Marco auparavant. Il tolérait sa présence à l'extérieur, mais lui avait clairement fait comprendre qu'elle n'était pas une cliente. Un homme passa devant elle et déposa quelque chose dans sa tasse. 2 choses. Elle écouta le bruit. Des pièces de 25 cents. 50 cents. Merci, dit Sarah automatiquement, d'une petite voix. Les pas ne s'arrêtèrent pas. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture quand elle avait 14 ans. Elle était née aveugle, mais il l'avait aimée malgré tout. Il lui avait appris à se repérer dans le monde grâce au son et au toucher. Puis, un soir pluvieux, un conducteur ivre avait franchi la ligne médiane et ils avaient disparu. Aucun membre de sa famille ne s'était manifesté. Le système d'adoption avait essayé de l'aider, mais Sarah n'avait pas pu s'y faire. Il y avait trop de nouveaux endroits, trop de nouveaux sons et trop de gens qui ne comprenaient pas. À 16 ans, elle s'était enfuie. Les rues étaient terrifiantes, mais au moins elles étaient cohérentes. Elle avait appris à survivre en écoutant. Elle pouvait identifier 47 personnes différentes rien qu'à leurs pas. Elle savait quand les feux de circulation allaient changer, car ils fonctionnaient toutes les 47 secondes.
Elle savait que la chaleur du soleil sur son visage était la seule chaleur qu'elle recevrait la plupart du temps. Sa plus grande peur n'était pas de mourir, c'était de perdre son audition. Car si elle ne pouvait plus entendre, elle n'aurait plus rien. Son espoir quotidien était simple, que quelqu'un la voie comme un être humain aujourd'hui. Sarah était invisible depuis 6 ans. La société passait à côté d'elle comme si elle n'existait pas. Si vous vous êtes déjà senti négligé ou ignoré, cliquez sur «J'aime». Mobilisons-nous pour ceux que les autres choisissent d'ignorer. Le grondement a commencé à 9h23 un mardi matin. Sarah pouvait les entendre à 2 pâtés de maison. 12 motos roulant d'information. Leur moteur synchronisé créait un battement mécanique. Elle n'avait jamais entendu quelque chose de semblable. Le bruit était comme un roulement de tonnerre puissant et déterminé dans les rues. Il devenait de plus en plus fort et proche. Puis il s'est arrêté, juste devant le restaurant de Marco. 12 Harley, 12 moteurs. Elle pouvait les entendre descendre de leurs motos, leurs bottes frappant le trottoir et leurs équipements en cuir grinçant et tintant avec leurs clés. L'odeur des gaz d'échappement et de l'huile de moteur flottait vers elle, se mêlant à l'arôme du café provenant du restaurant. Les gens sur le trottoir s'éloignaient. Elle pouvait entendre le changement. Le bruit nerveux des piétons faisant de la place aux moteurs. La peur avait un son. Elle se manifestait dans l'accélération des pas, les respirations retenues et le silence qui remplaçait les conversations. Les moteurs se dirigèrent vers l'entrée du restaurant. Sarah se plaqua contre le mur, serrant sa tasse. Une paire de pas s'arrêta juste devant elle. « Tu as un nom ?» La voix était grave et bourrue, mais pas méchante. Sarah sentit sa gorge se serrer. Quand les gens s'arrêtaient pour lui parler, cela signifiait généralement des ennuis. « Sarah, murmura-t-elle, as-tu mangé aujourd'hui, Sarah ?» La question la prit par surprise. « Oui, monsieur, ne me mens pas. » Son ton était ferme mais doux. « À quand remonte ton dernier vrai repas ?» Les mains de Sarah tremblaient. Elle ne s'en souvenait pas. Quelques jours? Une semaine? « Ça va, » répondit-elle. Elle l'entendit s'accroupir, le cuir de son pantalon craquant. Il était maintenant à hauteur de ses yeux, mais elle ne pouvait toujours pas le voir. « Non, ça va pas. » Quelque chose toucha sa tasse. Pas des pièces cette fois-ci. Des billets. Elle les entendit bruisser. Elle sentit le poids augmenter. « Elena, » appela l'homme. « Prépare-lui un petit déjeuner à emporter. Un repas complet, avec tout ce qu'il faut. Reaper. » Une voix féminine répondit près de l'entrée du restaurant. Reaper. Ce nom fit frissonner Sarah, mais la voix ne correspondait pas au nom. Elle était protectrice. Quelle est ton histoire, Sarah? Depuis combien de temps es-tu ici? 6 ans, monsieur. Il y a eu un silence. 6 ans. Quel âge as-tu? 20 ans, un autre silence, plus long cette fois. Tu es dans la rue depuis l'âge de 14. Oui, monsieur. Elle l'entendit se lever. Elle l'entendit marmonner quelque chose qui ressemblait à un juron, mais qui ne lui était pas destiné. 2 minutes plus tard, Elena revint. « Tiens, ma chérie. » Elle guida les doigts de Sarah vers un récipient en mousse chaud et lourd. Il contenait des œufs, du bacon, des toasts, des galettes de pommes de terre et du jus d'orange. « Je ne peux pas. Je n'ai pas d'argent. »« C'est payé, » dit Reaper. « Tu es ici tous les jours. » Sarah acquiesça. « C'est mon coin. Bon à savoir. » Ses pas s'éloignèrent, puis s'arrêtèrent. « Sarah, si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. » Compris? Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas pourquoi un Hells Angel se souciait d'une fille aveugle et sans abri. Elle ne comprenait pas non plus la chaleur dans sa voix. Elle ne comprenait pas pourquoi sa poitrine était serrée et ses yeux brûlaient. « Oui, monsieur. Merci. » Les motos redémarrent, produisant le même grondement synchronisé. Elle s'éloigne, le bruit s'estompant jusqu'à n'être plus qu'un souvenir. Sarah reste assise là, tenant le récipient chaud, les larmes coulant sur son visage. Elle l'ouvre avec des mains tremblantes. L'odeur la frappe d'abord, de la vraie nourriture, chaude et fraîche. Elle prit la fourchette en plastique, trouva les œufs et en prit une bouchée. C'était la meilleure chose qu'elle ait goûtée depuis 6 ans. Elle ne s'en rendait pas compte à ce moment-là, mais Marcus Reaper Stone venait de devenir la personne la plus importante de sa vie. Et dans 5 semaines, elle allait sauver la sienne. Souvenez-vous de ce moment. Souvenez-vous de la gentillesse de Marcus. Car dans 5 semaines, Sarah allait devoir faire un choix qui lui coûterait tout. Mais avant de pouvoir sauver qui que ce soit, elle allait devoir affronter quelque chose de plus sombre,
que tout ce qu'elle avait connu jusqu'alors. Dans les semaines qui précédèrent le piège, une berline noire passa lentement devant le restaurant de Marco. À l'intérieur, Vincent Viper Delgado observait les Hells Angels à travers les vitres teintées. Il avait 38 ans, le regard froid et était méticuleux. C'était un trafiquant de drogue et d'armes qui essayait depuis 2 ans de s'implanter à Reno. Les Hells Angels se dressaient sur son chemin. Ils dirigeaient un club de motards légitime, mais ils protégeaient également le quartier. Ils avaient empêché l'équipe de Vincent de dealer près des écoles, des parcs et des centres communautaires. Chaque fois qu'il essayait d'établir son territoire, les Angels le repoussaient. Cela lui coûtait de l'argent, du respect et du contrôle. Assis à côté de Vincent se trouvait Jake Razor Morrison, son homme de main. 34 ans, violent et impulsif. Il portait un couteau partout et n'utilisait jamais d'armes à feu. Il aimait être au plus près de ses victimes lorsqu'il leur faisait du mal. À l'arrière se trouvait Carlos Snake Ruiz, 41 ans, le technicien. Il était responsable de la surveillance, de la logistique et de la planification. Carlos se pencha en avant. Il passe ici tous les mardis, à 11 heures pile, 11 heures, comme une horloge. Vincent regarda les Angels terminer leur petit déjeuner et enfourcher leur moto. Ils étaient 12, menés par Marcus Stone. « On s'occupe d'abord de Reaper, » dit Vincent. « Tu t'occupes du chef, les autres se disperseront. » Jake sourit. « Je peux m'occuper de Reaper. »« Tu n'auras pas à le faire, » dit Vincent. Vincent dit, « On aura 16 gars à 3 endroits différents, feux croisés. Ils ne le verront pas venir. » 3 semaines avant que le piège ne se referme, Jake passa devant le coin où se trouvait Sarah. Elle était assise contre le mur, invisible, pendant qu'il surveillait le carrefour. Il ne lui jeta même pas un regard. Pour lui, elle faisait simplement partie du décor. Un bruit de fond. Rien d'important. 2 semaines avant que le piège ne se referme, Vincent revint. Il s'assit dans sa voiture en face du restaurant de Marco, chronométrant tout. Les Hells Angels arrivèrent à 11 heures. Ils s'arrêtèrent au feu rouge. Le feu dura 47 secondes. C'était largement suffisant. 1 semaine avant que le piège ne se referme, le plan était finalisé. Vincent rassembla son équipe dans un entrepôt à la périphérie de la ville. 16 hommes, armés et prêts à passer à l'action. « On les attaquera au feu rouge », expliqua Vincent, « sur la 4e rue, juste en face du restaurant. Il y aura 3 équipes, nord, sud et est. Ils seront encerclés. Stone passera en premier. Faites du bruit. Faites-le savoir. Envoyez un message. » Jake fit craquer ses doigts. Quel message? Que les Hells Angels ne dirigent plus Reno. C'est nous qui dirigeons. Les Scorpions essayaient de s'étendre à Reno depuis 2 ans. Bien que les Hells Angels dirigent un club légitime, ils s'étaient donnés pour mission de protéger la communauté. Ils mettaient fin aux transactions de drogue près des écoles. Ils chassaient les dealers qui ciblaient les enfants. Ils rendaient les activités de Vincent presque impossibles et il les détestait pour cela. Ce n'était plus seulement une question d'affaires. C'était devenu personnel. Vincent et son équipe s'apprêtaient à s'en prendre violemment à ceux-là même qui avaient fait preuve de gentillesse envers Sarah. Si vous ne supportez pas les brutes qui s'en prennent aux innocents, partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Opposons-nous ensemble aux Scorpions. Ce jour-là, la vie de Sarah a changé à jamais. Mais elle ne le savait pas encore. Sarah s'est réveillée à 5h47, comme d'habitude. Elle se trouvait dans son alcôve habituelle derrière la laverie, à 3 pâtés de maison de chez elle. Elle a plié sa couverture, celle qui avait plus de trous que de tissu, et l'a rangée dans son sac à dos. L'air était froid. C'était le mois de mars à Reno. Le soleil n'était pas encore levé. Elle a suivi son itinéraire en utilisant sa carte mentale. Elle comptait ses pas. Elle écoutait les repères. 47 pas jusqu'au premier carrefour. J'attendre une pause dans la circulation. Traverser. Faire 62 pas supplémentaires. Tourner à droite au niveau de la benne à ordures qui dégageait une odeur âcre et aigre. Faire 38 pas supplémentaires pour atteindre le restaurant Marcos. Elle est arrivée au 603, a installé son panneau en carton et posé son gobelet en plastique par terre. Elle portait 2 poules, tous 2 troués. Le froid s'engouffrait dans ses trous. Le soleil n'était toujours pas levé. Elle pouvait sentir l'obscurité et son poids. Les sons étaient différents avant l'aube. Il y avait la circulation matinale, les oiseaux qui commençaient à se réveiller, des sirènes lointaines, l'odeur du café qui coulait dans un restaurant, les gaz d'échappement des voitures,
et le trottoir humide à cause de la condensation nocturne. Ses pensées étaient les mêmes que chaque matin. Juste un jour de plus. Juste survivre aujourd'hui. Mais ce jour-là était différent. À 7h30, Sarah entendit une voiture s'arrêter près de son coin de rue. Trop près. Ce n'était pas normal. 3 hommes en sortirent. Elle pouvait les entendre, mais elle ne les reconnaissait pas. Ils s'assirent sur le trottoir à 5 mètres d'elle. Ils parlaient à voix basse, mais Sarah avait une ouïe extraordinaire. Elle capta des bribes de leur conversation. 11. Les armes légères des motards. Tara se figea. Son instinct lui disait de rester silencieuse, rester invisible. C'est ce qui lui avait permis de rester en vie pendant 6 ans. Ne pas attirer l'attention, ne pas s'impliquer, survivre. À 8h45, les hommes ont acheté du café chez Marcos et sont revenus. Ils se sont assis sur le capot de leur voiture, plus près de Sarah, et ont parlé plus librement. À 11h, Vincent a dit « Quand ils s'arrêteront au feu rouge, on passe à l'action. » « Ils sont 12, a répondu Jake. « Il nous faut au moins 15 gars. »« On en a 16, confirma Carlos. « On est positionné à 3 endroits. Ils ne verront rien venir. »« On s'occupera d'abord de Reaper, continua Vincent. « Une fois qu'il sera neutralisé, les autres se disperseront. » Jake rit doucement. Il a hâte de voir son expression. Le cœur de Sarah battait si fort qu'elle pensait qu'il pouvait l'entendre. Elle connaissait Reaper. C'était Marcus, l'homme qui lui avait offert son petit déjeuner. L'homme qui avait été gentil avec elle alors que personne d'autre ne l'avait été. Elle resta parfaitement immobile, retenant son souffle. Si elle les avertissait, les scorpions pourraient le découvrir. Elle n'avait nulle part où fuir, nulle part où se cacher. Ces hommes pouvaient la tuer. Mais Marcus avait été gentil avec elle alors que personne d'autre ne l'avait été. Que devait-elle faire? Si elle restait silencieuse, des innocents mourraient. Si elle parlait, elle risquait aussi de mourir. Sarah avait 2 choix. Elle pouvait soit rester silencieuse et laisser mourir des gens bien, soit parler et tout risquer. Que feriez-vous? Restez avec moi, car dans 2 heures, elle allait prendre une décision qui allait changer à jamais 13 vies, y compris la sienne. Les scorpions partirent à 9 heures pour se préparer. Sarah était assise seule, tremblante. Elle repassait dans sa tête ce qu'elle avait entendu. On s'occupe d'abord de Reaper. Elle repensa à la voix de Marcus. Tu es là tous les jours. Elle repensa à la chaleur de la vraie nourriture dans son estomac, la première gentillesse qu'elle avait ressentie depuis des mois. À 9h30, des piétons passaient devant le restaurant. Elle pouvait demander de l'aide à quelqu'un. Mais qui croirait une fille aveugle et sans abri? Qui l'écouterait? Elle n'avait pas de téléphone ni aucun autre moyen de contacter qui que ce soit. Personne n'écoutait jamais les gens comme elle. À 10 heures, elle entendit Marco ouvrir le restaurant. La porte grinça. La cloche sonna. Elle pouvait entrer et lui dire, mais Marco ne tolérait que sa présence à l'extérieur de son établissement. Il n'avait jamais été gentil, mais pas non plus cruellement méchant. Il lui dirait probablement de partir, la prendrait pour une folle et la traiterait de menteuse. S'en soucierait-il seulement? À 10h30, le soleil était plus haut dans le ciel. Elle pouvait sentir sa chaleur sur son visage. Ce petit réconfort, ce minuscule cadeau. Elle prit sa décision. Elle les avait prévenus. Si Marcus mourait parce qu'elle était restée silencieuse, elle ne se le pardonnerait jamais. Elle avait vécu 6 ans en se sentant inutile et invisible, comme si son existence n'avait aucune importance. Peut-être n'avait-elle aucune importance. Mais peut-être, juste peut-être, pouvait-elle faire quelque chose qui comptait. Quelque chose de bien, quelque chose de courageux. Mieux valait mourir en faisant quelque chose de bien que de vivre sans rien faire. Ses mains n'arrêtaient pas de trembler. Elle entendait son cœur battre fort et vite dans ses oreilles. Elle tendait l'oreille pour entendre les motos. Chaque bruit la faisait sursauter. Un klaxon, une porte qui claque, des pas. À 10h45, l'attente était devenue insupportable. Les minutes s'étiraient comme des heures. Elle essaya de contrôler sa respiration et de se calmer, mais la peur lui serrait la gorge. Elle pensa à s'enfuir, à quitter son coin et à disparaître dans la ville avant l'arrivée des motards. Mais où irait-elle? Ce coin était tout ce qu'elle avait. Si elle s'enfuyait, Marcus mourrait. Toutes les 12 mourraient. Elle ne pourrait pas vivre avec ça. Son esprit imagina différents scénarios. Et si Marcus ne la croyait pas? Et s'il pensait qu'elle était folle, ivre, ou qu'elle cherchait simplement à attirer l'attention? Et si les scorpions la voyaient l'avertir?
Et s'il l'attrapait avant l'arrivée des motards? Et si elle l'avait mal averti et qu'il était tué plus rapidement? Mais elle devait essayer. Elle le devait. À 10h50, elle entendit une mère passer avec ses deux enfants. Les enfants riaient et parlaient de choses innocentes. L'école, peut-être? Des amis? Des fêtes d'anniversaire? Des choses que Sarah n'aurait jamais. Des choses dont elle avait oublié l'existence. La voix de la mère était douce, patiente et aimante. Sarah avait mal au cœur. Sa mère avait eu la même voix avant l'accident de voiture, avant que tout ne change. À 10h55, elle se leva. Ses jambes tremblaient. Elle appuya son dos contre le mur pour essayer de se stabiliser. 5 minutes. 5 minutes avant l'arrivée des Hells Angels. 5 minutes avant que tout ne change. Avant de découvrir la suite, répondez à cette question. Avez-vous déjà dû choisir entre votre propre sécurité et faire ce qui est juste? Faites-moi part de votre réponse dans les commentaires. Car Sarah était sur le point de tout risquer. C'est le moment. Tout se résume à cela. À 22h58, Sarah les a entendus avant tout le monde. Le grondement caractéristique de 12 Harley-Davidson. 12 Harley-Davidson. Son cœur battait à tout rompre. Il se rapprochait. Lorsqu'ils étaient à un pâté de maison, le bruit est devenu plus fort et plus grave, faisant vibrer l'air. À un demi-pâté de maison, elle s'est levée. Ses jambes tremblaient tellement qu'elle pensait tomber. À 22h59, elle a entendu des portières de voiture s'ouvrir à proximité. Elle a entendu les pas du Scorpion qui se mettait en position. Ils encerclaient le carrefour. Le piège était tendu. Vincent et son équipe étaient là. 16 hommes, tous armés et prêts à tuer. Sarah respirait par petits allaitements. C'était réel. C'était en train de se produire. Dans quelques secondes, elle allait perdre 12 personnes qu'elle n'avait jamais vraiment rencontrées, mais qui lui avaient montré plus de gentillesse que quiconque depuis des années. Ils allaient tomber dans une embuscade. Elle était la seule personne qui pouvait l'empêcher. À 23 heures, les motos ralentirent. Les freins pneumatiques d'un camion sifflèrent au feu rouge. Les motos s'arrêtèrent, leur moteur tournant au ralenti dans un grondement rythmé. La moto de Marcus était en tête. Elle reconnut le bruit légèrement plus grave du moteur, cette Road King qu'elle avait mémorisée. Il était à 1 mètre d'elle. Sarah s'avança vers le bruit. Elle tendit la main. Elle ne pouvait pas le voir, seulement l'entendre et sentir la chaleur du moteur. Elle pouvait sentir sa présence. Ses doigts touchèrent du cuir. Son gilet était chaud et réel. Marcus baissa les yeux, surpris. Les yeux laiteux de Sarah fixaient le lointain, mais des larmes coulaient sur son visage. Elle ne pouvait pas voir son expression. Elle ne pouvait pas voir la confusion et l'inquiétude sur son visage. Elle se pencha tout près, assez près, pour sentir l'odeur de l'huile de moteur, du café et du cuir. Elle était assez près pour que lui seul puisse l'entendre. Elle murmura des mots qui allaient tout changer. « Cours, c'est un piège. » Marcus se figea un instant. Le temps s'arrêta. Il regarda son visage. Il vit une véritable terreur dans ses yeux aveugles. Il vit des larmes. Il vit la vérité. Ce n'était pas une blague, ce n'était pas une erreur. Cette fille était terrifiée. Elle essayait de le sauver. Il regarda autour de lui, mais ne vit rien. Mais son instinct, aiguisé par des années passées dans la rue et dans le club, prit le dessus. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose dans sa peur. C'était réel. Le feu était toujours rouge. Il restait 30 secondes. Marcus prit une décision en une fraction de seconde. Il fit vrombir son moteur pour signaler aux autres. Puis il cria « Partez maintenant !» Le feu passa au vert à ce moment précis. Marcus accéléra. La Harley rugit tandis que ses pneus mordaient le bitume. Les 11 autres motos suivirent instantanément, sans poser de questions. Quand Reaper disait « Allez-y », on y allait. Ils ont traversé le carrefour à toute vitesse, leur moteur vrombissant. Les Scorpions se sont précipités hors de leur position. Trop tard. Ils attendaient que les motos s'arrêtent pour les piéger et les encercler, sans issue possible. Mais les Hells Angels étaient déjà partis, déjà à un pâté de maison, puis 2, puis 3. Vincent a crié. « Où sont-ils? » Sa voix était remplie de rage et d'incrédulité. Le piège avait échoué. Des mois de préparation réduits à néant en quelques secondes. Il regarda autour de lui, se demandant qui les avait prévenus. Quelqu'un les avait prévenus. Quelqu'un les avait avertis. Jake fouillait déjà les environs.
Qui? Qui pouvait être au courant? Sarah était figée au coin de la rue. Elle entendait des cris et des voix en colère. Il savait. Quelqu'un les avait prévenus. Elle entendait des pas se diriger vers elle, rapides et déterminés. Elle était exposée, vulnérable et aveugle. Vincent scruta le carrefour du regard, puis il la vit, la jeune fille sans abri qui était assise là depuis le matin, dans une position idéale pour tout entendre. Il plissa les yeux. C'était elle. Il était passé devant elle des dizaines de fois pendant ses repérages. Elle était invisible. Juste un élément du décor, rien de plus. Mais elle avait tout entendu et elle les avait prévenus. Le visage de Vincent devint rouge de rage. Cette fille aveugle et sans abri avait détruit des mois de préparation et lui avait tout coûté. Sa réputation, son contrôle et sa chance d'arrêter les Hells Angels avaient tous disparu. Il se mit à marcher vers elle. Sarah entendit les pas. Ils étaient lourds et furieux et ils approchaient rapidement. Elle voulait courir. Courir, mais elle ne voyait rien et ne pouvait pas se repérer assez vite dans des rues inconnues. Elle tomberait, elle se perdrait. Elle serait rattrapée de toute façon. Elle resta donc là, tremblante, attendant la suite des événements. Sarah venait de sauver 12 vies. Mais maintenant, sa propre vie était en danger. Si vous êtes du côté de Sarah et que vous pensez que le courage devrait être récompensé plutôt que puni, cliquez dès maintenant sur le bouton « S'abonner ». Soutenez Sarah contre Vincent et son équipe. Le courage de Sarah eut un coût, plus élevé qu'elle n'aurait pu l'imaginer. À 11h02, Vincent la rattrapa, furieux. Il l'attrapa par le bras. Elle hurla. « Qu'est-ce que tu leur as dit? » « Rien. Je n'ai rien dit. Ne me mens pas. » Il resserra son étreinte, lui faisant mal et lui laissant des bleus. « Je t'ai vu toucher son gilet. Je t'ai vu te pencher vers lui. » Sarah pleurait. Elle était terrifiée. Sa pire crainte était en train de se réaliser. « S'il te plaît. Je suis désolé. Je suis désolé. Je t'en prie. Tu viens de me coûter tout ce que j'avais, petite fille. » La voix de Vincent était froide et meurtrière. « Je suis désolé. Tu vas regretter de ne pas avoir gardé le silence. » Il la jeta violemment au sol. Elle heurta le béton, une douleur fulgurante lui traversant l'épaule et la hanche. Sa tasse se renversa et les pièces se dispersèrent, roulant sur le trottoir. Elle se précipita pour les ramasser. Ces pièces représentaient tout pour elle. Elles représentaient son seul argent, son seul moyen de survie. Vincent donna un coup de pied dans la tasse. Elle roula sur le trottoir. Jake s'avança, voulant prendre le contrôle de la situation. « Patron, non. » La voix de Vincent était calme à présent, plus dangereuse. « Pas ici. C'est trop public, mais elle ne restera plus à ce coin de rue. » Il se pencha vers Sarah. Elle pouvait sentir l'odeur de la cigarette et de l'eau de Cologne. « Si je te revois ici, continua-t-il, tu ne pourras plus mendier. Compris? Où vais-je aller? » sanglota Sarah. « Ce n'est pas mon problème. » Ils partirent. Les bruits de pas s'estompèrent. Une portière de voiture claqua. Le moteur démarra et la voiture s'éloigna. Sarah resta seule en pleurs et traumatisée. Son corps lui faisait mal. Son bras lui lançait là où Vincent l'avait saisi. Son épaule lui faisait mal à cause du choc avec le sol. À 11h15, Marco sortit. Il avait entendu le vacarme et vu Sarah par terre, en pleurs, cherchant des pièces qu'elle ne voyait pas. « Tu dois partir, dit-il. » Sa voix était agacée, pas inquiète. « Tu fais peur aux clients. »« S'il vous plaît, supplia Sarah. Ils ont pris mon argent. J'ai juste besoin, commençai-je, mais il m'interrompit. Il n'y avait aucune compassion, aucune aide, aucune humanité. Juste de l'agacement qu'elle fasse une scène devant son magasin. Sarah rassembla ses affaires. Ses mains tremblaient. Elle trouva 3 pièces sur les 847 $ qu'elle avait. Il lui restait moins d'1 $. Tout le reste avait été éparpillé ou volé. Son panneau avait été déchiré. Quelqu'un l'avait piétiné. Sa tasse était cabossée et fissurée. Elle était blessée. Elle avait un bras contusionné et un genou écorché qui saignait à travers son jean. Elle se leva lentement, son corps protestant. Elle s'éloigna de son coin. C'était le seul endroit qu'elle connaissait depuis 4 ans, la seule stabilité qu'elle avait eue. Maintenant, tout cela avait disparu. Elle avait sauvé 12 vies et perdu la sienne. C'est ce genre d'injustice qui fait bouillir le sang. Sarah avait fait ce qu'il fallait, mais elle avait été punie pour cela. Ce que Sarah ignorait, cependant, c'est que Marcus avait tout vu et qu'il revenait.
Les moteurs s'étaient échappés, mais ils devaient savoir comment. Et quand ils l'ont découvert, tout a changé. À 23h20, les 12 moteurs étaient tous au clubhouse des Hells Angels. Ils étaient secoués. Ils avaient échappé de justesse à une embuscade. La mort avait été évitée de quelques secondes seulement. Marcus faisait les 100 pas, l'esprit en ébullition et l'adrénaline encore à son comble. « Comment l'as-tu su » demanda Helena. « Je ne l'ai pas su. » Marcus cessa de faire les 100 pas. La fille aveugle au coin de la rue. Elle m'a prévenu. « Celle à qui tu as acheté le petit déjeuner? »« Oui, Sarah, » répondit Tommy. Ils reconstituèrent le puzzle. Marcus expliqua tout. Elle avait touché son gilet, s'était penchée vers lui et lui avait murmuré ces 4 mots. « Cours, c'est un piège. » Il avait vu une véritable terreur dans ses yeux aveugles. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui cherchait à attirer l'attention ou à obtenir de l'argent. C'était le regard de quelqu'un qui venait de tout risquer pour sauver des inconnus. Il avait fait confiance à son instinct, et cela leur avait sauvé la vie à tous. « Elle nous a sauvé la vie, » dit Helena doucement. Le poids de cette déclaration s'abattit sur le groupe. 12 motards endurcis, survivants de guerres de rue et de conflits entre gangs, avaient été sauvés par une jeune fille aveugle de 20 ans sans domicile fixe. Et elle en payait probablement le prix en ce moment même, ajouta Marcus. La pièce devint silencieuse. Ils savaient tous comment ces choses fonctionnaient. Vincent ne laisserait pas passer ça. Quelqu'un les avait avertis. Quelqu'un avait ruiné des mois de préparation. Vincent voudrait se venger. Marcus prit une décision. « Je retourne là-bas. »« Tu penses qu'ils sont partis à sa recherche ?» demanda Tommy, même s'il connaissait déjà la réponse. « Je sais qu'ils l'ont fait, et nous lui sommes redevables. » À 23h45, ils retournèrent au restaurant de Marco. Marcus, Helena, Tommy et Diego dehors, dit Morales, le sergent d'armes du club. Ils s'arrêtèrent sur la 4e rue. Le coin où se trouvait Sarah était vide. Il n'y avait que des pièces de monnaie éparpillées dans le caniveau qui reflétaient la lumière du soleil. Il y avait un panneau en carton déchiré et un gobelet en plastique cabossé couché sur le côté. Mais pas de Sarah. Marcus serra les mâchoires. Il descendit de sa moto et entra dans le restaurant. Il trouva Marco derrière le comptoir, en train d'essuyer les tables. « Où est-ce la fille? La aveugle? »« Elle est partie. » Marco ne leva pas les yeux. Des types l'ont embêté. « Elle est partie. »« Quel type? »« Je ne sais pas. Je n'ai pas vu. » Marcus savait qu'il mentait. Il le voyait à la façon dont Marco évitait son regard. Il essuya 3 fois le même endroit du comptoir. Il se balançait d'un pied sur l'autre. « Si elle revient, » dit lentement Marcus en s'appuyant sur le comptoir, « tu m'appelles. Si elle revient, tu m'appelles. » Il sortit une carte avec son numéro et la fit glisser sur le comptoir. Marco la fixa comme si elle allait le mordre. « Et si ces types reviennent, tu m'appelles aussi, compris? » Marco acquiesça nerveusement. Les Hells Angels ne faisaient pas de demande. Ils donnaient des ordres. Dehors, Helena était accroupie et examinait les pièces éparpillées. Elle ne peut pas être loin. Elle est aveugle. Elle ne connaît probablement pas les environs au-delà de son itinéraire habituel. Ils se séparèrent et fouillèrent les environs, demandant aux autres sans-abri assis dans les entrées d'immeubles et les ruelles s'ils l'avaient vue. Ils interrogèrent les commerçants et toute autre personne susceptible d'avoir vu une jeune femme aveugle, effrayée, seule et probablement en pleurs. Personne ne l'avait vue, ou du moins, personne ne voulait le dire. Parfois, les gens de la rue protégeaient les leurs, mais le plus souvent, ils s'en moquaient. Marcus était déterminé à retrouver Sarah, mais elle avait disparu dans une ville qui ne l'avait jamais vue auparavant. La retrouverait-il à temps? Cette nuit-là, Sarah a vécu le moment le plus difficile de sa vie. À 5 heures, elle marchait depuis des heures. Elle n'avait pas de destination précise. Elle voulait juste s'éloigner de Vincent, de son coin et de tout le reste. Elle se trouvait dans un quartier inconnu. Elle le savait grâce au bruit, aux différents schémas de circulation, aux odeurs différentes et à la façon dont les bâtiments résonnaient. Elle n'avait aucune carte mentale de la zone. Chaque pas était incertain et dangereux. Elle était perdue, désorientée et effrayée. Son état physique se détériorait. Elle avait faim. Elle n'avait rien mangé depuis le petit déjeuner de Marcus une semaine auparavant. Le souvenir des œufs et du bacon lui semblait désormais irréel, comme s'il provenait d'une autre vie. Elle avait soif. Elle avait fini son eau depuis des heures.
Sa gorge était sèche et ses lèvres gercées et douloureuses. Son bras lui faisait mal à l'endroit où Vincent l'avait saisi. Des ecchymoses se formaient déjà, dans des couleurs qu'elle ne pouvait pas voir. Son genou saignait à travers son jean après avoir heurté le trottoir. Chaque pas lui envoyait une décharge dans la jambe. Elle était épuisée, émotionnellement, physiquement et spirituellement. À 7 heures, elle trouva une ruelle derrière un bâtiment abandonné. Elle entendait des rats. De petits grattements provenaient des coins, et elle pouvait sentir de minuscules griffes sur le béton. Elle sentait les ordures, une odeur douceâtre, putride et de choses oubliées. Mais c'était un abri, il était caché. C'était un endroit où Vincent ne la trouverait pas. Elle s'assit contre un mur de béton rugueux. Elle s'enveloppa dans sa couverture, celle qui était trouée. Le froid s'engouffra immédiatement dans les trous, rampant à travers eux comme des doigts glacés. Elle pleura jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de larmes. Il ne lui restait plus que des sanglots secs et haletants qui lui faisaient mal à la poitrine et lui donnaient des douleurs aux côtes. Il la laissait à bout de souffle. Ses pensées étaient plus sombres que jamais. Ai-je fait le bon choix? Marcus est en sécurité. Mais pas moi. J'aurais peut-être dû me taire. Au moins, j'aurais encore mon coin. J'aurais encore dû quelque chose. Maintenant, je n'ai plus rien. Moins que rien. À 20 heures, la température baissa. Les nuits de mars à Reno étaient brutales. Un froid désertique qui vous transperçait jusqu'aux os et vous faisait comprendre comment les gens mouraient d'hypothermie. Comment le corps abandonnait tout simplement quand il faisait assez froid. Sa couverture ne suffisait pas. Elle tremblait de manière incontrôlable. Elle ne sentait plus ses doigts ni ses orteils. Son corps s'éteignait et conservait la chaleur pour ses organes vitaux au détriment de ses extrémités. Pour la première fois en 6 ans de vie dans la rue, elle s'est dit « Je ne survivrai peut-être pas à cette nuit ». Sarah n'était pas croyante. Ses parents l'étaient. Mais après leur mort, elle avait cessé de croire, de prier ou d'espérer que quelqu'un ou quelque chose l'écoute. Pourtant, seule dans cette ruelle glaciale, elle pria quand même. « Dieu, si tu es là, murmura-t-elle dans l'obscurité. Je veux juste avoir chaud. Je veux juste être en sécurité. Je ne veux plus être invisible. » Sa voix se brisa. « S'il te plaît, continua-t-elle. J'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui. J'ai sauvé des gens. Ça ne compte pas. » La ruelle resta silencieuse. L'obscurité resta silencieuse. Le froid continuait de s'insinuer. Sarah ramena ses genoux contre sa poitrine, s'enlaça et tenta de se souvenir de la sensation de chaleur. Elle avait sauvé 12 vies et tout perdu. Elle avait plus froid, se sentait plus seule et désespérée que jamais. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'à 8 pâtés de maison de là, Marcus continuait de la chercher. Il n'abandonnait pas. 9 heures plus tard, il la trouva enfin. Était-il arrivé trop tard? À 21h30, Marcus parcourait toujours Reno à moto. Il cherchait depuis des heures, sillonnant la ville en cercle de plus en plus large à la recherche du restaurant de Marco. Elena l'avait appelé 1 heure plus tôt. « Marcus, il est tard. Elle peut être n'importe où. Nous devons nous regrouper, trouver plus de monde et recommencer les recherches demain matin. » « Alors je chercherai partout, » répondit Marcus d'une voix calme. Tommy avait essayé aussi. Elle ne voulait peut-être même pas être retrouvée. Elle se cachait peut-être volontairement. La réponse de Marcus fut immédiate. « Après tout ce qu'elle a fait pour nous, je vais la retrouver. » Sa motivation allait au-delà de la gratitude. Marcus pensait à sa fille. Il l'avait perdue 3 ans auparavant. Elle avait 22 ans. Elle était brillante, belle et pleine de potentiel. Puis la drogue l'avait rattrapée. Il avait essayé de la sauver. Il avait tout essayé. Cure de désintoxication, intervention, amour vache et soutien inconditionnel. Mais il avait échoué. Il n'avait pas pu la sauver. Elle était morte d'une overdose dans une chambre de motel à Carson City. Seule, froide et oubliée. Mais peut-être pouvait-il sauver Sarah. Elle avait risqué sa vie pour lui. Plus tôt, il avait dit aux autres « Je lui dois tout ». À 10h15, Marcus s'engagea dans une rue latérale. Sa 6e patrouille passait par ce quartier. Il vit un bâtiment abandonné aux fenêtres condamnées et aux murs couverts de graffitis. C'était le genre d'endroit que les gens évitaient, où les oubliés venaient se cacher. Quelque chose lui dit d'aller voir. C'était le même instinct qui l'avait poussé à croire l'avertissement de Sarah. Il descendit de sa moto. Le vrombissement du moteur s'évanouit dans le silence. La rue était vide,
sombre et dangereuse. Il sortit sa lampe torche. Il s'engagea dans la ruelle. Le faisceau de lumière transperça l'obscurité, éclairant les détritus, les morceaux de verre brisés et les seringues. C'est alors qu'il la vit, recroquevillée contre le mur. Elle avait serré sa couverture autour de ses épaules et tremblait violemment. Tout son corps secoué de convulsions dues au froid. Ses lèvres étaient bleues. Son visage était pâle, presque gris. Elle était à peine consciente. Le cœur de Marcus se serra. Il se précipita vers elle, ses bottes craquant sur les morceaux de verre brisés. « Sarah, Sarah, tu m'entends? » Les yeux de Sarah ne faisaient pas la mise au point. Elle ne reconnaissait pas sa voix. Elle ne reconnaissait pas sa voix. Dans son état, elle ne reconnaissait rien. Son esprit s'éteignait. L'hypothermie lui volait ses pensées. « S'il te plaît, murmura-t-elle, ne me fais pas de mal, c'est moi. » La voix de Marcus était douce, urgente. C'est Marcus Reaper de ce matin. Marcus, sa voix était faible et lointaine. Oui, ma petite, je te tiens. Tu es en sécurité maintenant. Il l'enveloppa dans sa veste. Le cuir épais était encore chaud de la chaleur de son corps, mais elle était si froide, dangereusement froide. Il sortit son téléphone et appela Elena. Je l'ai trouvée. Apporte la camionnette tout de suite. Au coin de la 5e et de Carson, dans la ruelle derrière l'entrepôt abandonné. Comment va-t-elle? Mal. Très mal. Dépêche-toi. Il souleva Sarah. Elle ne pesait presque rien. Elle n'avait que la peau sur les os. Il pouvait sentir ses côtes à travers ses vêtements. Il pouvait sentir à quel point elle était fragile, à quel point elle était proche de la rupture. Elle marmonna quelque chose qu'il ne comprit pas. Ses yeux se révulsèrent. « Reste avec moi, Sarah. Reste éveillée. Parle-moi. »« J'ai froid, murmura-t-elle. »« J'ai tellement froid. »« Je sais, répondis-je. Je sais. Les secours arrivent. » 3 minutes plus tard, Elena arriva dans une camionnette que le club utilisait pour le transport. Elle en sortit en bondissant avec sa trousse médicale. Elle était une ancienne infirmière militaire qui avait soigné des blessures par balles et des blessures par éclat d'obus en Afghanistan. Mais voir Sarah dans cet état la remplit d'une froide terreur. Elle vérifia immédiatement les signes vitaux de Sarah. Son pouls était faible, sa respiration superficielle et sa température corporelle dangereusement basse. « Elle est en hypothermie, dit Elena. Il faut l'emmener à l'hôpital immédiatement. »« Pas d'hôpital, marmonna Sarah. Je n'en ai pas les moyens. »« Ne t'inquiète pas pour ça, dit Marcus en montant dans le van avec elle toujours dans ses bras. C'est moi qui paye. » Elena conduisit vite mais prudemment. Marcus tenait Sarah, essayant de lui transmettre sa chaleur corporelle, et lui parlait pour la maintenir consciente. « Pourquoi? » demanda Sarah d'une voix brisée. « Pourquoi m'aidez-vous? » « Parce que tu m'as sauvé la vie. Tu nous as tous sauvés. Mais je ne suis personne, je ne suis rien. »« Non, » répondit Marcus fermement. « Tu n'es pas rien. Tu es courageuse. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. J'ai tout perdu. Nous allons t'aider à tout récupérer et à rendre ta vie meilleure qu'avant. Pourquoi feriez-vous cela? Parce que c'est ce que fait une famille. Vous faites partie de la famille maintenant. » Sarah ne répondit pas. Elle avait perdu connaissance, mais elle respirait encore et se battait. La camionnette s'arrêta devant les urgences. Elena et Marcus portèrent Sarah à l'intérieur. Les infirmières accoururent avec un chariot. Les questions fusèrent. Que s'est-il passé? Combien de temps a-t-elle été exposée? A-t-elle eu une assurance? Nous prenons tout en charge, dit Marcus. Marcus lui a dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Ils ont emmené Sarah et l'ont conduite à travers les doubles portes des urgences. Marcus et Elena sont restés dans la salle d'attente et l'ont regardée disparaître. « Elle va s'en sortir, a dit Elena. Elle est forte. »« Elle le doit, a répondu Marcus. Parce que son histoire n'est pas encore terminée. Elle ne fait que commencer. Ce qui s'est passé ensuite a changé la vie de Sarah d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Sarah s'est réveillée au son de voix. Elle lui était inconnue, mais pourtant réconfortante. L'odeur était différente aussi, des draps propres et l'air antiseptique de l'hôpital. Pendant un instant, la panique s'empara d'elle. Les hôpitaux signifiaient des factures qu'elle ne pouvait pas payer, des dettes auxquelles elle ne pouvait échapper. Mais ensuite, elle entendit sa voix. « Bonjour, Sarah. Comment te sens-tu, Marcus? » Elle reconnut immédiatement ce ton bourru. « Mieux, merci pour tout. Nous devons discuter de la suite. » Sarah sentit sa poitrine se serrer. Ça y était, la facture, les attentes, les conditions. Rien dans la vie n'était gratuit.
Elle l'avait appris à l'âge de 14 ans, lorsque ses parents étaient morts et que tout le monde avait cessé de s'intéresser à elle. Le club s'était réuni la veille au soir. Marcus poursuivit. Nous avons voté. Voté sur quoi? Sarah eut à peine le souffle pour demander sur la manière dont nous allons prendre soin de vous. Je ne comprends pas. Une autre voix s'est jointe à celle de Marcus. Elena, tu as sauvé 12 vies hier. Cela compte pour nous. Cela compte aussi pour ta famille. Nous n'abandonnons pas notre famille. Les mains de Sarah se sont agrippées à la couverture de l'hôpital. Famille. Ce mot lui semblait étranger, dangereux. Elle avait eu une famille, mais ses proches étaient morts. Puis il y avait eu les familles d'accueil qui l'avaient abandonnée parce qu'elle était trop difficile, trop aveugle et demandait trop de travail. Puis il y avait eu les travailleurs sociaux qui avaient cessé de répondre à ses appels lorsqu'elle avait dépassé l'âge limite du système. Nous avons un clubhouse, dit Marcus. C'est un grand bâtiment avec beaucoup de chambres. L'une d'elles est à toi si tu le souhaites. Je n'ai pas les moyens de payer un loyer. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien. Mais ce n'est pas une question d'argent. Tu fais partie du club maintenant, mais je ne suis pas moteur. La voix de Sarah se brisa. Je ne vois même pas. Tu n'as pas besoin de rouler à moto pour faire partie de la famille, dit Elena doucement. Tu dois juste être toi-même. Sarah voulait les croire. Elle voulait croire que ce n'était pas juste une gentillesse temporaire qui disparaîtrait lorsque la réalité s'imposerait. Mais elle avait appris à ne pas espérer. Et si je vous causais trop de problèmes? Impossible, répondit Marcus fermement. Et si je ne pouvais rien faire d'utile? Et si je n'étais qu'un fardeau? Sarah. La voix de Marcus était maintenant juste à côté de son lit. Nous te proposons cela parce que nous le voulons. Il n'y a aucune condition, aucune attente. Laissez-nous simplement vous aider. Le silence s'éternisait. Sarah sentit les larmes monter derrière ses yeux aveugles. À quand remontait la dernière fois où quelqu'un lui avait proposé son aide sans rien attendre en retour? À quand remontait la dernière fois où quelqu'un l'avait considéré comme autre chose qu'un problème à résoudre ou à ignorer? Pourquoi, murmura-t-elle. Pourquoi faites-vous cela? Parce que vous avez fait preuve de courage, répondit Elena. Vous avez sauvé des vies alors que vous n'aviez rien à gagner et tout à perdre. C'est qui vous êtes. C'est qui nous voulons dans notre famille. Sarah pensa à son coin. Elle pensa au béton froid et aux trous dans sa couverture. Elle pensa à compter les pièces à l'oreille et à manger dans les poubelles, à être invisible. Puis elle pensa à la gentillesse dont Marcus avait fait preuve envers elle 5 semaines auparavant, au petit déjeuner chaud, à la sincère inquiétude dans sa voix, à la façon dont il l'avait cherché toute la nuit, même s'il n'était pas obligé de le faire. « D'accord, dit-elle, les larmes aux yeux. « Oui, merci. » Elle sentit des bras l'enlacer. C'était Elena qui la serrait dans ses bras. Puis elle entendit d'autres voix. Tommy, Diego et d'autres qu'elle ne connaissait pas encore lui souhaitaient la bienvenue et l'acceptaient. Pour la première fois depuis 6 ans, Sarah avait un foyer. Pas un coin ou une alcôve, mais un foyer. Et pour la première fois depuis la mort de ses parents, elle avait une famille. La transformation de Sarah était sur le point de commencer. Mais d'abord, elle devait réapprendre à faire confiance. 2 jours plus tard, Sarah se tenait devant le clubhouse des Hells Angels. Elle ne pouvait pas le voir, mais Elena le lui avait décrit. C'était un entrepôt reconverti. 2 étages. Industriel, mais accueillant. Un foyer. Marcus la guida à l'intérieur. La cuisine était tout droit devant, à 15 pas de la porte d'entrée. La salle commune est à votre droite. Votre chambre est à l'étage. La deuxième porte à gauche, c'est la vôtre. Il lui avait donné sa propre chambre. Sa propre chambre. Sarah eut de la gorge serrée. Elle n'avait jamais eu sa propre chambre auparavant. Même avant la mort de ses parents, elle partageait sa chambre avec sa jeune cousine lorsqu'elle venait lui rendre visite. En famille d'accueil, elle partageait une chambre avec 3 autres filles. Quand elle était sans abri, elle n'avait rien. Elena la conduisit à l'étage, en comptant le nombre de marches autorisées. La main de Sarah suivait le mur, mémorisant les textures et les distances. 13 marches. Tourner à droite pour les marches menant à la première porte. 6 marches supplémentaires jusqu'à la deuxième porte. « C'est la tienne, dit Elena. Sarah entra. La pièce sentait la peinture fraîche et le tissu neuf. Elle était propre et prête à l'accueillir. Elena lui fit visiter les lieux. Un grand lit ici. Une commode contre ce mur. Une table de chevet à côté du lit. Nous t'avons trouvé des livres en braille.
Ils sont sur l'étagère près de la fenêtre. Il y a aussi une radio sur la table de chevet. Sarah passa ses mains sur tout. Le lit était moelleux. Il y avait de vrais oreillers et une couette sans trou. La commode était en bois lisse et solide. Les livres étaient vrais. Nouveau pour elle. Je n'ai jamais eu ma propre chambre auparavant, murmura Sarah. Eh bien, maintenant tu en as une, répondit Elena, et elle sera à toi aussi longtemps que tu le souhaiteras. Ce soir-là, les membres du club dînèrent ensemble. Sarah apprit qu'il s'agissait d'une tradition. Tous les vendredis soirs, tous ceux qui pouvaient être présents se retrouvaient là. C'était le dîner familial. Tommy lui montra la salle à manger. Il y avait une longue table pouvant accueillir 20 personnes. Au début, le bruit était assourdissant. Les conversations se chevauchaient, des rires, le cliquetis des couverts. Mais ce n'était pas menaçant, c'était vivant. Sarah s'assit entre Marcus et Elena. Ils lui préparèrent une assiette et lui décrivirent chaque plat. Le rôti chaud ici, la purée de pommes de terre à 2 heures, les haricots de verre à 10 heures, le pain à 6 heures. Elle mangea lentement, savourant chaque bouchée. De la vraie nourriture, faite maison et préparée avec soin, et elle était entourée de personnes qui voulaient vraiment qu'elle soit là. Au milieu du repas, Marcus s'est levé. La pièce s'est calmée. « Je voudrais porter un toast », a-t-il dit, à Sarah, la personne la plus courageuse que je connaisse. Elle ne pouvait pas voir le danger, mais elle pouvait voir ce qui importait, protéger les autres. Bienvenue à la maison, petite. À Sarah. La pièce a résonné. Sarah ne pouvait pas s'arrêter de pleurer. Cette fois, c'étaient des larmes de joie, des larmes de soulagement, de gratitude et d'émotion intense. Elena lui serra la main. « Tu es chez toi maintenant, dit-elle. Tu es en sécurité. » Après le dîner, Tommy installa une étiquette en braille sur sa porte. Diego lui montra où se trouvait la salle de bain en comptant les cadres de portes. 3 portes plus loin. Elena lui fit visiter la cuisine. Le réfrigérateur est à gauche, la cuisinière à droite et le garde-manger dans le coin. Sarah mémorisa tout. Elle se souvint du grincement de la 3e marche, du ronronnement du réfrigérateur, de l'écho des voix dans la salle commune, de l'odeur d'huile de moteur provenant du garage et de la chaleur du soleil de l'après-midi qui traversait la fenêtre de sa chambre. Cette nuit-là, Sarah s'allongea dans son nouveau lit avec un vrai matelas et des draps propres, sous un toit qui ne fuyait pas et entre des murs qui la protégeaient du froid. Elle remonta la couette jusqu'à son menton et écouta les bruits du clubhouse, des rires lointains, une télévision allumée, des pas dans le couloir et le grondement d'une moto qui se garait dehors, les bruits d'une famille. Elle ferma les yeux et, pour la première fois en 6 ans, elle se sentit en sécurité. Voilà à quoi ressemble une communauté. Voilà ce qui se passe lorsque des gens bienveillants refusent de laisser quelqu'un tomber dans l'oubli. Si vous pensez que tout le monde mérite une seconde chance, laissez un commentaire disant « Bienvenue chez toi, Sarah ». Au cours des 3 mois suivants, Sarah ne fit pas que survivre. Elle s'épanouit. La première semaine fut une période d'adaptation. Sarah apprit la disposition du clubhouse par le toucher et l'ouïe. Il y avait 42 marches entre sa chambre et la cuisine. Il y avait 18 marches entre la cuisine et la salle commune. Il y avait 27 marches jusqu'à la porte d'entrée. Elle a mémorisé les sons. Le craquement du gilet en cuir de Marcus. Les pas rapides et déterminés d'Elena. Le rire fort et sincère de Tommy. Elena lui a appris les tâches de base, comment plier le linge au toucher. Elle lui a appris à préparer les légumes en toute sécurité avec un couteau. Elle lui a appris à se repérer dans la cuisine. Les membres du club ont également appris. Ils annonçaient leur arrivée dans une pièce afin que Sarah ne soit pas surprise. Ils gardaient les passages dégagés afin qu'elle ne trébuche pas. Ils lui décrivaient les choses sans qu'elle ait à les demander. À la 2e semaine, Sarah a commencé à aider. Elle pliait le linge, le triant par texture et par taille. Elle répondait au téléphone du club d'une voix claire et professionnelle. Elle aidait à préparer le dîner, coupant les légumes sous la supervision d'Elena. C'étaient de petites choses, mais pour Sarah, elle représentait tout. Elle apportait sa contribution. Elle était utile. Elle comptait. La 3e semaine, elle a eu un rendez-vous chez le médecin. De vrais soins de santé, pas aux urgences ou dans le cadre d'une intervention d'urgence, mais des soins préventifs. Elena l'a accompagnée. Ils ont vérifié sa vue, même s'il n'y avait rien à faire. Elle était née aveugle et il n'y avait pas de remède, mais ils ont traité sa malnutrition
ses carences en vitamines et ses problèmes dentaires. Son premier détartrage en 6 ans. Elena l'a également emmené acheter des vêtements adaptés à sa taille, notamment un manteau d'hiver et des chaussures solides sans trous. Sarah a pleuré dans la cabine d'essayage, submergée par la dignité d'avoir des vêtements qui n'étaient pas usés ou 3 tailles trop grandes. Marcus a pris des dispositions pour lui procurer un chien guide. Le processus prendrait des mois. Une formation et une mise en relation seraient nécessaires, mais le processus était lancé. Sarah aurait un compagnon, une aide et son indépendance. Au bout du 2e mois, Sarah en voulait plus. Elle a demandé à Marcus si elle pouvait contribuer à d'autres tâches que les tâches ménagères. « Que veux-tu faire » lui a-t-il demandé. « Je ne sais pas. Je n'y ai jamais réfléchi. » Elena s'est penchée en avant. « Qu'est-ce que tu sais bien faire » Sarah a réfléchi. « Je sais bien écouter, entendre des choses que les autres ne remarquent pas. » Les yeux de Marcus se sont illuminés. Le club organise un programme parascolaire pour les enfants à risque dans un centre communautaire. Nous avons besoin de quelqu'un à l'accueil pour répondre au téléphone et accueillir les gens, quelqu'un qui se soucie vraiment des enfants qui franchissent ces portes. Tu penses que je peux le faire? Je sais que tu peux. Au 3e mois, Sarah a commencé à travailler à temps partiel, 3 jours par semaine. Elena l'a conduite là-bas et lui a fait visiter les lieux, la présentant à tout le monde. Sarah était terrifiée le premier jour. Et si elle faisait une erreur? Et si elle n'y arrivait pas? Et si les gens ne voulaient pas d'une personne aveugle à la réception? Mais elle s'en est très bien sortie. Les enfants l'adoraient parce qu'elle les écoutait vraiment. Elle les écoutait vraiment. Pas en regardant son téléphone ou son écran d'ordinateur, mais en leur accordant toute son attention. Elle se souvenait de leurs noms, de leurs voix et de leurs histoires. Les parents la respectaient, elle était professionnelle, courtoise et serviable. Le fait qu'elle soit aveugle n'avait plus d'importance. Elle était douée dans son travail. Sarah a gagné son premier revenu légitime sous la forme d'un chèque de paie. Avec l'aide d'Elena, elle a ouvert un compte bancaire, déposé le chèque et vu le solde. Son argent, gagné, et non mendié ou volé. Elle a acheté des provisions pour le clubhouse et a contribué au dîner. C'était un petit geste, mais cela signifiait tout pour elle. Sa chambre était remplie d'objets personnels, des livres en braille. Elle avait enfin le temps de lire et elle avait appris à s'occuper d'une plante que Tommy lui avait offerte, en la touchant et en la sentant. Elle conservait des photos qui lui avaient été décrites, car elle représentait sa famille. Il y a 3 mois, Sarah n'avait rien. Maintenant, elle avait tout. Mais la paix ne dure jamais éternellement. Les scorpions ne l'avaient pas oubliée. Mon lui apporta un message. Vincent lui avait envoyé un mot par l'intermédiaire d'un contact brûlé. Quelqu'un qui lui devait de l'argent et voulait effacer sa dette. Le message était simple, direct et menaçant. La fille aveugle m'a tout coûté. Maintenant, je vais tout lui prendre. Marcus lut le message 2 fois. Il serra les mâchoires. Il convoqua une réunion d'urgence. 12 moteurs se rassemblèrent dans le clubhouse. Marcus exposa clairement la situation. Vincent vient chercher Sarah. Nous ne pouvons pas le laisser l'approcher. La sécurité fut renforcée. Les membres se relayèrent pour surveiller le centre communautaire. Ils accompagnèrent Sarah au clubhouse et la ramenèrent chez elle. Ils ne la laissèrent jamais seule en public. Sarah remarqua cette présence accrue, mais n'en comprit pas la raison jusqu'à ce qu'Elena lui explique. Vincent est toujours en colère. Nous faisons juste preuve de prudence. Les mains de Sarah se mirent à trembler. Elle avait espéré que Vincent était passé à autre chose et l'avait oublié. Mais les hommes comme Vincent n'oublient pas. Ils ruminent, ils planifient, ils attendent. La confrontation eut lieu un mardi. Vincent entra dans le centre communautaire pendant le service de Sarah. C'était audacieux, stupide et désespéré. Sarah était à la réception, répondant au téléphone. Elle ne le vit pas entrer, mais elle entendit sa voix. « Eh bien, dit-il, la petite moucharde s'est trouvée un bon travail. » Sarah se figea. Cette voix, la voix de ses cauchemars, la voix qui l'avait menacée, lui avait fait du mal, tout lui avait pris. Ses mains agrippèrent le bureau. « Vincent, tu vas partir ou pas? Tu vas encore me dénoncer. » Vincent s'approcha. Sarah pouvait sentir l'odeur de la cigarette et de l'eau de Cologne. C'était la même odeur que ce jour-là, au coin de la rue. La peur lui serra la gorge. « Tu as tout gâché, dit Vincent.
ma réputation, mon entreprise, ma vie. Tout ça parce que tu ne pouvais pas t'occuper de tes affaires. J'appelle la sécurité. Vas-y, voyons qui arrivera le premier. Mais Marcus était déjà là. Il était dans le bureau à l'arrière, il était toujours à proximité. Il avait entendu la voix de Vincent et s'était déplacé. Tu as 10 secondes pour sortir d'ici, dit-il. Sa voix était calme, d'un calme mortel. Vincent se retourna brusquement. Reaper, bien sûr. Tu joues encore les héros? Pars maintenant, sinon tu découvriras pourquoi on m'appelle Reaper. Il mit la main dans sa poche et en sortit un couteau. Sarah eut le souffle coupé. Marcus ne bougea pas. Il ne broncha pas. Tu veux vraiment faire ça ici? Demanda Marcus. Devant des témoins? Avec des enfants dans la pièce d'à côté? Vincent hésita. Il n'avait pas réfléchi à tout cela. Il n'avait prévu que de confronter Sarah. La rage l'avait poussé là. La rage le poussait maintenant. Les sirènes de police hurlaient dehors. Elena avait appelé le 999 dès que Vincent était entré. Vincent réalisa qu'il était piégé et acculé et que son plan tombait à l'eau, tout comme l'embuscade. Dans un dernier geste désespéré, il se jeta sur Sarah. Couteau levé. Marcus l'intercepta. En 2 mouvements rapides, il désarma Vincent et le plaqua au sol. Le couteau glissa sur le sol. La police fit irruption dans la pièce, armes au poing. Vincent était à terre. Marcus se tenait au-dessus de lui. Ils arrêtèrent Vincent. Agression. Tentative d'agression. Il avait proféré des menaces terroristes et violé une ordonnance restrictive que Sarah avait obtenue avec l'aide de Marcus. Ils arrêtèrent Vincent. Agression. Tentative d'agression. Menace terroriste en violation d'une ordonnance restrictive que Sarah avait déposée avec l'aide de Marcus. Vincent a crié pendant qu'il le traînait dehors. « Ce n'est pas fini. Vous m'entendez? Ce n'est pas fini. » Mais c'était fini. Sans lui, l'organisation de Vincent s'est effondrée. Les Scorpions se sont dissous. Son équipe s'est dispersée. Vincent a été condamné à un minimum de 5 ans. Sarah était en sécurité. Vincent a essayé de lui faire du mal une dernière fois, mais il a échoué. Si vous croyez en la justice et que les tyrans doivent faire face aux conséquences de leurs actes, commentez Justice ci-dessous et abonnez-vous, car l'histoire de Sarah n'est pas encore terminée. Le meilleur reste à venir. 1 an plus tard, Sarah trouva les mots qui changèrent tout. Sa vie était méconnaissable. Le centre communautaire organisait sa collecte de fonds annuelle. Sarah en était la co-organisatrice. Elle avait été promue coordinatrice à temps plein 2 mois plus tôt. L'endroit était bondé. Il y avait des familles, des enfants, des entreprises locales et des membres des Hells Angels. La musique jouait et la nourriture recouvrait les tables. Les rires remplissaient l'air. Sarah se tenait près de l'entrée avec Luna, son chien guide, un labrador jaune. Elle était dressée, loyale et patiente. Luna était arrivée 3 mois plus tôt et avait une fois de plus changé la vie de Sarah. Elle avait gagné en indépendance, en mobilité et en confiance. Sarah portait de nouveaux vêtements. Elena, une styliste professionnelle, l'avait aidée à les choisir. Elle s'était fait coiffer. Elle avait pris du poids et retrouvé des couleurs et sa posture était plus assurée. Elle semblait être une personne complètement différente de la jeune fille qui était assise à ce coin de rue 1 an auparavant. Marcus l'a trouvée. Prête pour quoi? Ton discours. Le cœur de Sarah s'est mis à battre à toute vitesse. Marcus, je ne peux pas parler en public. Si tu peux, ces personnes sont venues pour soutenir le centre. Elles veulent t'entendre. 5 minutes plus tard, Sarah se tenait devant le micro. Luna était assise à ses pieds. La foule se tut, tous les yeux rivés sur elle. Même si elle ne pouvait pas les voir, elle sentait leur attention. Elle prit une inspiration et commença à parler. Il y a 1 an, j'étais invisible. Je m'asseyais dans un coin et les gens passaient devant moi comme si je n'existais pas. J'avais froid, j'avais faim et j'étais seul. Je n'avais d'importance pour personne. La salle se tut, tout le monde écoutait. Puis, un matin, j'ai entendu quelque chose que je n'aurais pas dû entendre et j'ai dû faire un choix. Devais-je rester silencieuse et en sécurité ou parler et tout risquer? La voix de Sarah se fit plus forte. J'ai parlé et j'ai perdu tout ce que j'avais, ce qui n'était déjà pas grand-chose. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les personnes que j'avais sauvées sont revenues vers moi. Elles ne me devaient rien, mais elles m'ont tout donné. Elle entendit quelqu'un renifler. Des larmes coulaient dans l'assistance. Elles m'ont donné un foyer.
Elles m'ont donné une famille. Elles m'ont donné une raison de croire que j'avais de l'importance. Donc, si vous êtes ici ce soir pour soutenir ce centre communautaire, vous faites ce que les Hells Angels ont fait pour moi. Vous dites aux enfants qu'ils comptent. Vous dites aux familles qu'elles ne sont pas seules. Merci de voir ce que les autres ne voient pas. La foule a explosé. Il y a eu une ovation debout et les enfants applaudissaient. Les parents pleuraient. Les membres des Hells Angels ont levé le poing. Sarah ne pouvait pas le voir, mais elle pouvait le sentir. L'énergie, l'amour, l'acceptation. Elena pleurait lorsque Sarah est descendue de scène. Marcus l'a prise dans ses bras. Je suis si fier de toi, petite. Je ne serais pas ici sans toi. Non, tu as toujours été forte. Nous t'avons simplement donné l'occasion de le montrer. Plus tard dans la soirée, Sarah et Marcus se sont assis sous le porche du clubhouse. 12 motos étaient garées en rang. Les 12 mêmes qui s'étaient arrêtés au feu rouge. Les 12 mêmes que Sarah avait sauvés. Tu repenses parfois à ce jour-là? Demanda Marcus. Le jour où tu nous as prévenus, répondit Sarah. Tu sais à quoi je repense? À comment une fille qui ne voyait rien a réussi à voir exactement ce qu'il fallait faire. Tu n'as pas vu les armes, le danger ou les risques. Hein? Tu as juste vu ce qui était juste et ce qui ne l'était pas. C'est rare. J'étais terrifié. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est avoir peur et agir quand même. Sarah sourit. Je pensais que j'étais invisible parce que j'étais aveugle. Mais je n'étais pas invisible à cause de mes yeux. J'étais invisible parce que les gens choisissaient de ne pas me voir. Vous m'avez vu parce que vous nous avez vus en premier. Sarah se leva. Luna se leva avec elle. Elle entra dans le clubhouse. Sa maison, sa famille, tout ce qu'elle avait toujours voulu et pensait ne jamais avoir. La porte se referma derrière elle et le bruit de la famille l'accueillit chez elle. L'histoire de Sarah a commencé par 4 mots. Cours, c'est un piège, mais elle est devenue bien plus que cela. C'est devenu une histoire sur le courage et la communauté, sur des personnes qui refusent de laisser les autres passer entre les mailles du filet. Si l'histoire de Sarah vous a touché, dites-nous d'où vous la regardez dans les commentaires. Si vous pensez que tout le monde mérite une seconde chance, abonnez-vous. Et si vous vous êtes déjà senti invisible, souvenez-vous de ceci. Vous comptez, vous êtes vu. Vous n'êtes pas seul. Vincent a essayé de faire taire Sarah. Il a essayé de la punir pour avoir fait ce qu'il fallait, mais il a échoué. Si vous vous opposez aux tyrans comme Vincent et défendez les personnes comme Sarah, laissez un commentaire disant « Je soutiens Sarah ». Ensemble, nous pouvons construire une communauté de personnes qui choisissent de voir les autres. Merci de faire partie de la communauté de Sarah. À bientôt pour la prochaine histoire.